Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire la promotion d'une initiative paléontologique ma foi fort sympathique en Afrique du Sud. Mon ami Julien Benoît de la chaîne Stop Science lance en effet une expédition à la recherche de fossiles qui devrait se dérouler à la fin de l'année, promettant de jolies découvertes. Si l'idée de participer indirectement au grand livre de la recherche scientifique vous intéresse, je vous invite à contribuer financièrement à ce projet, tous les liens sont en description. Je précise ne pas avoir été rémunéré pour cette publicité, j'apprécie simplement beaucoup l'initiative. Sur ce, bon visionnage. Il y a quelque temps, je me surprenais à regarder un film d'épouvante de 1982 qui met en scène une équipe de scientifiques en Antarctique confrontés à un extraterrestre particulièrement vicieux. Attention, spoiler. Capable de prendre la forme de n'importe quoi, tout l'enjeu du film consiste à le repérer parmi les membres de l'équipe. Cet être vivant n'a donc aucune forme définie et peut aussi bien se matérialiser par des gouttes de sang dans une boîte de pétri que dans la copie conforme d'un être humain. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce que l'absence de forme de cette créature m'a rappelé une vieille vidéo, trop courte, au son médiocre, publiée il y a 4 ans sur la chaîne au sujet de l'anthropomorphisme des extraterrestres dans la fiction. Je me suis donc dit qu'il serait amusant de partir de l'exemple d'un extraterrestre non anthropomorphe pour introduire un remake bien nécessaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée à nos amis les petits hommes verts, et plus particulièrement leur représentation dans la fiction. Aujourd'hui nous parlerons anthropomorphisme, vie extraterrestre, complotisme et films de SF, le tout accompagné d'un peu de pensée critique et de littérature scientifique. Tout d'abord, il conviendrait de définir le terme anthropomorphisme, tendance à se représenter toute réalité comme semblable à la réalité humaine. Par exemple, attribuer des caractéristiques humaines à un animal, un objet ou quoi que ce soit qui s'en trouve totalement dénué est anthropomorphique. On le retrouve donc partout dans la fiction, notamment dans les films pour enfants. Néanmoins, il existe deux écueils à éviter quand on s'attaque à l'anthropomorphisme. Le premier consiste à voir chez d'autres êtres vivants des caractéristiques humaines amoindries. L'écueil de l'anthropocentrisme, qui fait par définition de l'homme le centre du monde. Ce qui ne plaît clairement pas aux biologistes parce qu'il n'y a pas d'espèce naturellement supérieure. La supériorité n'est pas une notion valable en biologie. Ainsi, la notion d'anthropomorphisme n'est pas évidente à manier quand il s'agit d'éviter ce premier écueil. Voir des dinosaures entretenir une conversation est anthropomorphique, parce que même si les animaux communiquent, voire discutent entre eux, il n'en demeure pas moins que la conversation et le débat sont pour l'instant l'apanage de l'espèce humaine. En revanche, dire qu'un chien est effrayé n'est en rien anthropomorphique, car la peur est partagée par de très nombreuses espèces et peut se manifester de bien des manières. Pour passer au deuxième écueil, Thomas de la Tronche en Biais l'avait très habilement souligné dans les commentaires de la vidéo publiée il y a 4 ans. Il parle alors du biais de l'anti-anthropomorphisme. L'œil est apparu au moins 12 fois sur Terre de manière indépendante. Le squelette interne ou externe est l'un des moyens les plus efficaces pour réaliser des mouvements dans un milieu non porteur. Il sera donc lui assez probable dans un écosystème étranger. Ces deux caractères semblent nettement favorisés par la sélection naturelle. En bref, les E.T. peuvent en effet nous ressembler si leur environnement ressemble au nôtre, mais sans doute pas dans les proportions vues dans les films, et là, je vous rejoins. N'oublions donc pas que des contraintes similaires peuvent pousser deux êtres vivants non apparentés à s'adapter de la même manière par convergence évolutive. Je vous renvoie à la vidéo sur le sujet. Le cas des extraterrestres est à mon avis encore plus intéressant. En effet, on ne sait pas à quoi pourraient ressembler d'autres formes de vie. La biodiversité actuelle découle de milliards d'années d'évolution, marquées par des extinctions diverses, ayant parfois radicalement transformé la vie sur Terre. Obtenir une forme de vie capable de se rassembler en civilisation et d'envoyer des objets dans l'espace n'est pas du tout un chemin nécessaire pour la vie. C'est même plutôt l'inverse, quand on constate que l'humanité est proche de l'autodestruction, bien avant de pouvoir se lancer dans le voyage interstellaire. Ou peut-être que si, on peut imaginer que la capacité à se civiliser et maîtriser la technologie finira par émerger de n'importe quelle arborescence évolutionnaire. Mais c'est purement hypothétique, vu qu'on n'a qu'un seul exemple auquel se référer. Si l'on estime que les conditions ayant permis l'apparition de la vie sur Terre peuvent être réunies sur d'autres planètes habitables, et il y en a toute une flopée, alors rien ne dit qu'une forme de vie comme celle que nous connaissons émergera sur ces astres. Donc les extraterrestres bipèdes avec une mâchoire, des civilisations, des armes, des yeux, ou quoi que ce soit de terrestre que l'on peut retrouver partout dans la fiction, sont-ils anthropomorphes? Probablement oui.
quand on parle de caractéristiques purement humaines une fois de plus. Sinon, ils sont juste zoomorphes ou tout simplement conformes à ce que l'on trouve sur Terre. À cause de cette méconnaissance absolue des formes de vie extraterrestres, qui n'existent peut-être pas, rappelons-le, nous en parlerons plus en détail après. Les artistes doivent faire preuve d'une créativité sans limite pour représenter l'objet de leur fiction sans faire de l'anthropomorphisme. C'est d'ailleurs souvent assez inintéressant pour l'artiste, car ça empêche de traiter tout sujet de société par ce genre de fiction ou d'avoir des repères terrestres dans le cadre d'œuvres ayant pour objectif de divertir. La créature du film dont j'ai parlé en introduction est d'ailleurs originale précisément parce qu'elle ne fait penser à rien de ce que l'on peut trouver sur notre planète. Notons le titre du film, traduit la chose. Elle démontre que l'anthropomorphisme n'est pas toujours nécessaire quand il s'agit d'imaginer des extraterrestres. À tout ce que je viens de dire, peuvent néanmoins se greffer un certain nombre d'objections, intéressantes comme stupides, commençons par les premières. En quoi l'argument de l'évolution tumultueuse de la vie réfute-t-il l'existence de civilisations extraterrestres? Pourquoi la vie sur d'autres planètes, si elle existe, ne devrait pas ressembler à celle que nous avons sur Terre? Ce sont d'excellentes objections, fondées notamment sur la faiblesse du biais anti-anthropomorphique, mais aussi sur le voyage interplanétaire puis interstellaire de formes de vie. En effet, si on se retrouve avec une planète habitable qui grouille d'êtres vivants, en quoi les pressions environnementales proches de celles de la Terre ne provoqueraient-elles pas des convergences évolutives entre ces organismes et les nôtres, permettant ainsi l'apparition de créatures du moins similaires en apparence? S'impose alors la thèse de la lithopanspermie cosmique. Il s'agit tout simplement du transport spatial de micro-organismes vivants dans des objets comme des météorites. En gros, le transport de la vie d'une planète à une autre, permettant ainsi à deux astres distincts de se trouver en possession de formes de vie similaires. En effet, des organismes comme le lichen sont tout à fait capables de résister aux conditions extrêmes du vide spatial. Plusieurs études vont dans ce sens, c'est un phénomène tout à fait possible, pouvant résulter en une colonisation de planètes par des êtres vivants. Quand notre système solaire était encore une vaste partie de billard cosmique, pour reprendre les termes d'astronogeek, les premiers organismes vivants se sont peut-être vus dispersés sur quelques-unes de nos planètes telluriques locales dans des météorites. Si ce fut le cas, et que ces derniers ont bel et bien survécu sur d'autres astres, rappelons qu'ils forment pour sûr les bases de la future biodiversité terrestre, alors on n'est pas à l'abri de croiser des formes de vie similaires à proximité. Autant vous dire que cette thèse est tout de même rendue improbable, notamment parce que vivre dans l'espace c'est très bien, mais retourner dans une atmosphère, ça n'a pas été très facile pour nos amis lichens. Admettons que ce premier filtre soit mis de côté. Il faut maintenant pouvoir évoluer sur une planète habitable, propice à l'apparition de formes de vie telles que nous les connaissons. À part la Terre, difficile d'envisager une deuxième planète habitable dans notre système solaire. La lithopanspermie au sein d'un même système solaire n'est donc pas évidente. Il faut viser plus loin. Or, les distances entre les étoiles sont absolument immenses. À l'heure actuelle, on n'a d'ailleurs pas beaucoup repéré d'objets interstellaires, encore moins qu'ils ne soient capables de frapper notre planète et de contenir une forme de vie en bon état provenant d'un autre système solaire. Néanmoins, selon une étude scientifique publiée en 2005, qui évalue notamment la probabilité pour un objet éjecté lors d'une partie de billard cosmique de se voir attrapé par un autre système solaire, estime que ce n'est pas non plus impossible. Ce dernier phénomène demande cependant une puissance d'éjection très importante et est considéré comme relativement improbable. Ne désespérez pas cependant, car selon cette même étude, l'échange interstellaire de roches entre des systèmes solaires naissants n'en demeure pas moins fréquent. D'autant plus qu'avec une incertitude considérable, l'étude estime qu'un système solaire en formation hébergeant des formes de vie peut probablement transférer des êtres vivants à d'autres systèmes par lithopanspermie. Enfin, l'étude conclut que c'est effectivement possible, mais qu'un nombre important de conditions doivent être réunies. Autant vous dire que pour ce qui est de la lithopanspermie intergalactique, non. On peut faire néanmoins une objection à ce que je viens de dire, l'univers étant immense, ça s'est peut-être déjà produit. Mais encore faut-il que les conditions environnementales suivent l'exact même chemin que sur Terre pour avoir des civilisations ou que sais-je. En gros, chance qu'il existe de la vie ailleurs dans l'univers, quasiment 100%, chance qu'on rencontre un jour une vie extraterrestre civilisée et maîtrisant la technologie, quasiment 0%. C'est bien beau de lancer des hypothèses comme ça, en attendant on ne sait toujours pas à quoi ça ressemble un extraterrestre et on ne le saura très probablement jamais. La posture sceptique impose à mon avis de suspendre son jugement et de ne pas abuser du terme anthropomorphisme pour éviter de tomber dans l'ensemble des écueils. Après nous être attardés sur un ensemble d'objections intéressantes, il est temps à mon avis de se focaliser un peu sur l'objection stupide de cet épisode.
L'objection complotiste consiste à dire qu'il n'y a pas d'anthropomorphisme dans la fiction, car on sait très bien à quoi ressemblent des extraterrestres. On a des témoignages, des vidéos, des articles sur Stop Mensonge, mais bien évidemment, des vidéos et des photos toujours floues, ou sinon des fakes, des trucs parfaitement normaux comme des momies, des journalistes très incompétents, ou des phénomènes naturels tout à fait explicables par des hypothèses peu coûteuses. Les complotistes, je le rappelle, ne maîtrisent pas le principe de parcimonie. Considérant le chemin à parcourir d'un point de vue évolutif pour éventuellement aboutir à une civilisation, il ne serait pas déraisonnable de penser que des petits gris, s'ils existent, ne vivent pas tout à côté ou du moins en même temps. Peut-être que les civilisations extraterrestres ont déjà existé, existent aujourd'hui, existeront dans le futur, ou n'existent tout simplement pas. Et peut-être que même si une civilisation existe en ce moment même, ça soit sur une planète tellement lointaine que si on parvenait à l'observer, on la verrait à un état antérieur à la formation de la vie, rapport à la vitesse de la lumière, tout ça. Si on en a à l'heure actuelle, il faudrait qu'elle ne se soit pas auto-détruite avant de se lancer dans le voyage interstellaire, voire intergalactique, rendu de plus en plus difficile par l'expansion de l'univers, soit dit en passant. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Et qui plus est, il faudrait surtout qu'un pareil voyage soit possible pour qu'elle vienne nous rendre visite. Enfin bref, je ne vais pas passer une heure sur la réfutation de théories complotistes, je vous encourage à visionner le travail d'AstronoGeek à ce sujet, les liens sont en description. Pour conclure, je dirais simplement que l'anthropomorphisme dans la fiction chez les extraterrestres rappelle notre totale méconnaissance de ces êtres hypothétiques. Il convient donc paradoxalement de ne pas abuser de ce terme pour éviter de tomber dans 3 écueils. Le premier est de croire que les caractéristiques représentées à l'écran sont humaines, soit de l'anthropocentrisme. Le second est de penser que des conditions climatiques similaires ne peuvent aboutir à des phénomènes de convergence évolutive. Le troisième est de supposer aux extraterrestres des formes radicalement différentes de celles que l'on retrouve sur Terre, alors que nous n'en savons rien. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires.